Alors, comment on a fait? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Là. Tout à l'heure, tu as essayé un truc, je pense. Tu m'as dit que ça marche comme Zoom. Après, tu as eu l'idée et ça a Ouais, marché. moi, ça. Attends, je vais refaire. Arrête de partager. Alors, comment j'ai fait? J'ai fait ici, partager l'écran, paramètres. Alors, non, c'est pas ça. Alors, 2 secondes. Ah, tout à l'heure, je sais pas comment on a fait partager. On a choisi ça. Est-ce qu'on a fait ça? Ensuite, on a fait ça. Et ensuite, j'ai fait ça. C'est bon? Non, toujours en mode, on va dire, il y a tout le fichier qui apparaît. Ah Il n'y a pas bon? de... Oui, oui. Bon, écoute. Bon, je vais refaire. Alors, On a le temps, hein, il y a encore 4 minutes. qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas comment ça a marché. Non plus, maintenant aussi. Hein? Ah, Mohamed. Oui, c'est toujours la même chose. Hein, il y a tout le Non plus. fichier. Non plus, c'est pas en plein écran. Alors, arrêtez de partager. Je vais quitter. Je vais reprendre un autre fichier. Alors, je sais pas comment tout à l'heure ça a marché. C'est quoi ça? Non. Alors. Non, j'ai pas fait ça. Je sais pas comment ça a marché. Parfois, les coups de chance, écoute. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fait ça? Ensuite, partager. Ensuite, ça. Et ensuite, ça. Ah, je pense que maintenant, non, 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 c'est la même chose. Hein. Ah bon? Et les diapos ne passent pas? Les diapos ne passent pas, oui. Alors, c'était moi qui ai appelé Haka. Tout à l'heure, Ouais. non, non, c'était moi. C'était le même D'accord. principe. C'était juste, on a fait juste, c'est un salon vidéo. C'était juste que Ouais. c'est pas sur ce groupe, sur un autre groupe que j'ai créé spécialement pour faire des tests. Ouais. Mais c'est le même principe, hein, donc tu suis les mêmes étapes que tout à l'heure. Mais je pense, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Attends, on va partager ce fichier. C'est bon. Tu sais, je pense, alors, là, tu as fait partager tout l'écran. Ouais. Ça a Ok. marché? Non, 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 bah non, mais c'est ta boîte mail qui apparaît là, c'est pas le. Ah bon, carrément ma boîte Ouais, mail. ouais, carrément, donc. Mais attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Eh, ouais, c'est ma boîte mail, ouais, c'est vrai. Alors, attends, comment on va faire? Qu'est-ce que j'ai? Partager l'écran. Ah bah non, j'ai pas choisi ça. Bon, je vais arrêter de partager. Je vais reprendre. On J'essaie va de mon côté. fermer. Hein. Bon, je vais laisser une seule et je vais voir ce que ça va donner. Bon, il nous reste 1 minute de temps. Oui, oui. Partager votre écran. Ouais. Je pense ça s'affiche écran 1, après il y a les autres onglets qui apparaissent, c'est ça? Mais là, ça fait toujours, c'est le même problème. Quand tu appuies sur écran 1, Lequel? donc tout, c'est-à-dire ce qui s'affiche sur ton PC va afficher ici, sur le salon. Oui. Soit, voilà. Donc je pense que c'est ça l'option, non?
Comme ça, quand tu fais plein écran, J'ai ça va fait marcher. partager l'écran, c'est bon. Lequel? On en a plusieurs. DDM PowerPoint, c'est ça. Partagez le son du système. Partagez votre écran. Et là, Yaksma, Mohamed, est-ce que c'est... Bon, attends. Mohamed, Yaksma, Anis Madoka, oui. J'étais et, absent. et là, vous avez quoi là? Qu'est-ce qui est affiché là? C'est toute la présentation avec les autres diapos, toutes les diapos qui sont à Hmm. gauche et la principale. Là, Comment c'est j'ai pas en plein fait? écran. Hmm. Comment j'ai fait tout à l'heure? J'ai ouvert. Alors, est-ce que j'ai fait plein écran ensuite? Bon, si on fait plein écran, maintenant ça va Ça pas marche pas. marcher. Comment on fait? Mhm. Dis-moi, est-ce que tu choisis quoi exactement? Qu'est-ce que tu choisis quand tu fais plein écran? Quand tu fais partager écran, tu choisis quoi? Là, c'est-à-dire, je fais diaporama. Bon, alors d'abord partager écran et je Après, tout en... choisis. Ah, donc je choisis le 20h des jeux néphrologues. Non, normalement, tu choisis écran 1. Écran C'est-à-dire 1. écran 1, Attends, c'est-à-dire attends. Partagez votre écran. C'est bon, je oui. l'ai choisi. Oh là là, là c'est un double machin là. Oui, ça va se doubler au début. Voilà, c'est une redondance. Mais après, quand tu lances, quand tu fais Et la maintenant, présentation, voilà, maintenant ça a marché. bah, T'as très vu? bien. Alors, tu penses qu'on commence? Il est 20h02. Oui. 20h02, on commence, docteur Gaïl. Merci Alors, beaucoup, je vais docteur dire juste Benjamin. bonsoir à tout le monde. C'est donc docteur Youssef Chef Gaïl qui va présenter le diabète sucré post-transplantation rénale en Algérie, prévalence et facteurs de risque. Donc, comme il m'a dit tout à l'heure, il y aura beaucoup de chiffres, mais il faut savoir que ça nous intéresse énormément. Le diabète post-transplantation, c'est quelque chose quand même, c'est une entité à part. C'était le sujet de thèse de Dr Bulgaïd et on veut bien profiter pour s'actualiser, soit en matière de chiffres, soit en matière de théorie. À toi la parole, Dr Bulgaïd. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam alaikum. Tek Saha, docteur Benren. Merci pour votre invitation. Effectivement, c'est un sujet qui reste d'actualité, qui est le diabète sucré post-transplantation rénale, puisqu'on parle plus de nos dates de New Onset Diabetes After Transplantation. Donc, c'est la prévalence et les facteurs de risque, parce que ça concerne une partie de ma thèse, puis qu'en fait, on a aussi s'est intéressé aux complications infectieuses cardiovasculaires rénales et le décès associé au diabète sucré post-transplantation. Donc, en fait, comme vous savez tous et toutes que l'insuffisance rénale chronique terminale est un problème majeur de santé publique et que la transplantation rénale reste le traitement de choix, puisqu'elle est associée à une réduction de la morbimortalité chez ces patients greffés rénaux grâce au développement des techniques chirurgicales et surtout l'avènement de nouvelles molécules immunosuppressives. Cependant, il existe un risque accru de complications post-transplantation, notamment les complications cardiovasculaires, entre autres les complications métaboliques telles que le diabète sucré post-transplantation rénale, puisqu'il est associé aussi à une diminution de la survie des transplantés rénaux ainsi que celle du greffant, et aussi à la survenue de complications cardiovasculaires rénales infectieuses. Donc l'altération de qualité de vie aussi, elle a été décrite chez les patients atteints de DPT, donc post-transplantation diabète sucré, et aussi un impact économique majeur. La prévalence, elle est très hétérogène, puisqu'il existe dans la littérature une très grande disparité des critères diagnostiques. On va voir l'évolution des critères de définition du diabète sucré post-transplantation. Et devant l'obésité et l'accroissement du vieillissement de la population algérienne, il serait intéressant de mener une étude afin de déterminer la prévalence du diabète sucré post-transplantation rénale en Algérie et de décrire les caractéristiques épidémiocliniques de ces patients afin d'identifier les principaux facteurs risques du DPT.
quelques donc notions et avec une revue de la littérature. Donc, vous savez, la perte du greffon, la première cause reste quand même le décès avec un greffon fonctionnel, ce qui a été publié dans l'American Journal of Transplantation AJT 2009 par Al-Zaghoubi. Il avait démontré que la première cause du perte du greffon reste le décès avec le greffon fonctionnel. Et dans la part, on voit que les complications cardiovasculaires représentent pratiquement 28,2% de ces causes. Aussi, dans la même revue, El Messaret a démontré l'impact du diabète sucré post-transplantation rénale sur les événements cardiaques majeurs. Quand on voit la courbe où il y avait, donc on voit, je sais pas, j'ai accès au précurseur, voilà. Donc vous avez l'impact et la survie des patients non diabétiques par rapport aux patients qui ont un diabète sucré post-transplantation est nettement supérieur à ces derniers et aussi à celle des patients qui avaient un diabète sucré avant transplantation rénale. Donc, depuis sa première description par Stars en 1964, la définition ou les définitions du diabète sucré avaient connu une évolution spectaculaire, puisqu'actuellement, on prend en considération la réunion de consensus de l'American Diabetes Association, l'ADA, qui avait fait sa deuxième réunion. La première, c'était en 2003 et la seconde en 2012, avec publication de ses recommandations en 2014 par Sharif dans l'American Journal of Transplantation, où on définit un diabète sucré post-transplantation rénale comme un état de diabète nouvellement diagnostiqué chez une personne qui a un état stable après une greffe d'organes plein. Donc, il faut vraiment que ce soit à distance de tout événement infectieux ou inflammatoire, avec un patient qui est sous régime immunosuppresseur d'entretien, avec une fonction stable du greffon, et bien sûr en l'absence de rejet. Donc, ainsi, on peut définir un diabète sucré par une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g par litre, et où une HGPO, vous savez, on fait une charge orale de 75 g de sucre par voie orale. Donc, 2 heures après, on prend la glycémie veineuse. Si elle dépasse les 2 g par litre, ou bien les 11,1 millimoles par litre, on parle aussi d'un diabète sucré post-transplantation, et où taux d'HbA1c supérieur ou égal à 6,5%. Donc, ça ressemble un petit peu aux critères qu'on retrouve dans la population générale pour le diabète type 2. Aussi, une glycémie aléatoire, c'est-à-dire à n'importe quel moment de la journée, supérieure ou égale à 2 g par litre, avec des symptômes cardinaux tels que la polyurie, la polydipsie. Donc, il faut juste retenir que l'hyperglycémie post-opératoire transitoire est exclue de cette définition. On va voir c'est quoi cette hyperglycémie. En fait, il y a un cut-off, c'est-à-dire un seuil à partir duquel il faut retenir cette définition. Donc, dans les revues américaines, c'était à partir de 45e jour, c'est à peu près le 2e mois, et dans la littérature française, c'est 2-3 mois. Donc, en gros, on retient un diabète sucré à partir du 2e, 3e mois, à distance de la transplantation rénale, qui correspond aux critères qu'on a cités, que ce soit glycémie à jeun, GPO, HbA1c ou bien glycémie aléatoire, chez un patient greffé d'organes solides, qu'il soit rein, foie, cœur, autre chose, à distance d'un épisode infectieux ou de rejet et sous traitement immunosuppresseur stable ainsi qu'une fonction rénale du greffon stable. Donc, vous voyez que Sharif, dans la même publication, avait démontré l'intérêt de chaque outil diagnostique. Par exemple, avant les 2 premiers mois, là, de 0 à 45 jours, c'est-à-dire 1 mois et demi post-greffe. Donc, il ne faut pas retenir le diagnostic de diabète sucré. Si vous avez des critères qui répondent à ces définitions, on parle plutôt d'une hyperglycémie post-opératoire précoce ou bien une hyperglycémie transitoire. On voit que l'outil diagnostique, c'est la glycémie capillaire, après-midi. Pourquoi? Parce qu'en fait, un patient qui est mis sous forte dose d'immunosuppression, notamment les corticoïdes, donc on va bloquer l'axe ACTH et donc on va déplacer le pic de la sécrétion de cortisol ainsi que la physiologie et de la régulation glycémique. Et donc, on ne va pas avoir cette hyperglycémie le matin, à jeun, mais plutôt en après-midi, vers 14h, 15h. Donc, vous dépistez par une simple glycémie capillaire aléatoire
l'après-midi, en général 14h, 15h. Si elle correspond à des chiffres élevés, comme on a vu, donc on parle d'une hyperglycémie transitoire. Si on a deux chiffres, il ne faut pas se contenter d'un seul chiffre. Après, si vous êtes à distance du 45e jour, c'est-à-dire 2-3 mois, comme on a dit dans la littérature américaine, jusqu'à la première année, le gold standard, c'est la GPO, parce que la glycémie à jeun, comme j'ai dit, j'ai expliqué, elle a une faible sensibilité, spécificité pour asseoir le diagnostic du diabète sucré. Et l'HbA1c aussi, vous savez, on pose garde chez des patients qui étaient dialysés ou non, avec une anémie, avec un greffon qui va reprendre tout doucement sa fonction. Donc, il faut du temps pour qu'on puisse utiliser l'HbA1c en raison de la correction de l'anémie qui peut prendre jusqu'à une année. Donc, en gros, au cours de la première année post-greffe, donc de 3 mois à la première année post-greffe, vous utilisez la GPO, ensuite l'HbA1c ou, la glycémie aléatoire ou à jeun, et ensuite l'HbA1c. Et au-delà de la première année, donc on voit que la GPO toujours est le gold standard, mais l'HbA1c remonte un cran, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser chez un patient qui a une fonction stable du greffon en absence d'infection, de rejet et bien sûr d'anémie. Alors, quand on revoit les schémas de surveillance du patient transplanté qui a été inspiré des recommandations françaises de la Autorité de santé et aussi les CADIGO de 2010, on voit qu'on se contentait d'une simple glycémie à jeun en surveillance avec un rythme en fonction du terme de la transplantation et aussi d'un taux d'HbA1c qu'on demande à J0, vous voyez, à 3 mois, puis annuellement ou 4 fois par an chez le diabétique. Donc, c'est une épidémiologie qui est très hétérogène puisqu'elle est difficile à établir. Donc, chaque étude, donc est-ce que c'est une étude qui a été réalisée avant 2014? Parce que avant 2014, c'était pas les mêmes critères. C'est surtout si j'ai oublié de vous parler d'un diabète récemment et nouvellement diagnostiqué, parce qu'on peut avoir un diabète méconnu, puisqu'on peut aller jusqu'à 6%, 6 à 8% de diabète méconnu avant greffe. Donc, on va voir l'intérêt de dépister les anomalies du métabolisme glucidique avant greffe par la réalisation d'une SGPO. Donc, son incidence annuelle, elle est d'environ de 2%, avec un pic maximum à 1,3 post-greffe, donc 30% des cas étaient diagnostiqués à ce moment-là. La prévalence, elle varie comme l'incidence selon les études et les critères utilisés de l'ADA 2014. Donc, elle varie entre 20 et 30%. Et on distingue en fait un DPT précoce puisqu'il survient chez 70 à 80% des patients au cours des 3-6 premiers mois post-transplantation et un DPT tardif diagnostiqué à partir de la première année qui est diagnostiqué chez environ 20 à 30% des patients. L'évolution, elle est bimodale, donc on peut avoir une réversibilité chez 20 à 30% des DPT, notamment s'ils sont précoces. Et comme j'ai dit, la prévalence du prédiabète, cette fois-ci, post-transplantation, est d'environ 20%. Je reviens, c'est quoi le prédiabète? C'est une glycémie à jeun située entre 1,10 et 1,26, avec un HGPO qui montre des chiffres de glycémie entre 1,40 et 2 grammes, 2 heures après l'ingestion de 75 grammes de glucose. Donc, si on a ces chiffres, on parle d'une intolérance au glucose, l'IGT, qui représente 50% des cas de prédiabète post-transplantation. Et si elle est inférieure à cette valeur, 40 grammes par litre, on parle plutôt d'une intolérance, d'une hyperglycémie modérée à jeun. Et donc, on arrive aux facteurs de risque du diabète sucré post-transplantation rénale. Donc, des facteurs qui peuvent être modifiables, et c'est l'intérêt de les dépister et d'agir sur ces facteurs afin de prévenir la survenue de DPT, notamment le syndrome métabolique avec tous ses composants, avant greffe et après greffe, avec un risque relatif qui est important, qui peut aller jusqu'à 7 fois, un risque multiplié par 7, et l'intolérance au glucose, comme j'ai dit, qu'on dépiste par une HGPO avant transplantation. Donc, les autres, l'immunosuppression, l'hypomagnésémie, l'hypovitamineuse D et l'hépatite C, quand même, ils possèdent des risques relatifs allant de 1,5 jusqu'à 2. Donc, les facteurs de risque non modifiables, c'est surtout les antécédents familiaux du diabète sucré, puisque le risque relatif
et multiplié par 7. À noter aussi que l'âge, plus de 40 ans, au moment de la transplantation, et la polykystose hépatorénale, dans sa forme autosomique dominante, est aussi associée à la survenue dans certaines revues. Donc, c'est pas donc une méta-analyse qui avait en fait démontré que la polykystose n'était pas un facteur de risque. Donc enfin, il existe aussi une composante polygénique telle que les gènes MET-H et le TSF7L2 ainsi que le SLC30A8. C'est des gènes dont la prédisposition favorise la survenue de diabète sucré post-transplantation rénale. Donc, la physiopathologie du diabète post-transplantation est assez complexe puisque c'est des mécanismes biochimiques qui associent à la fois de l'insulinorésistance, qui est favorisée surtout par le traitement immunosuppresseur, notamment les inhibiteurs de la calcinerie, tacrolimus, cyclosporine, les stéroïdes et les inhibiteurs mTOR, mais aussi une insulinosécrétion qui est déficitaire, avait favorisé par certains facteurs tels que la susceptibilité génétique, l'âge et la prise de poids. Donc, notre étude était une étude observationnelle transversale à visée analytique menée sur une période de 2 ans et demi, donc ayant pour population cible l'ensemble des transplantés rénaux suivis au service néphrologie de Constantine, CDBLABAS, BATNA et l'hôpital militaire régional universitaire d'Oran. Les patients étaient recrutés au sein de ces services et des unités de greffe rénale correspondants, ayant comme critère d'inclusion tout transplanté rénal dont l'âge est supérieur ou égal à 16 ans, donc on avait exclu la greffe pédiatrique, suivi dans ces centres ou bien greffé dans d'autres centres algériens ou étrangers. Les critères d'exclusion, c'était les doubles greffes rein-pancréas, les diabètes sucrés avant transplantation rénale, notamment le type 1, type 2 et le MODY, et les patients qui avaient bénéficié d'une transplectectomie précoce en raison de complications chirurgicales surtout. Les critères d'évaluation, c'était le diagnostic du DPT selon les critères de la date 2014 qu'on avait vu dans le rappel théorique. Donner à toi. C'est qu'on a Vous m'entendez là? Parce que j'ai continué. Oui, oui, maintenant on entend très bien, mais là, ça commence à couper il y a 2-3 minutes. Si tu peux juste revenir un tout petit peu en arrière à partir des. C'était quel diapo? Alors, c'était la précédente. Reviens en arrière. Oui. C'est après, non, après, avant. C'est celle-là. Voilà, ici. On était dans les critères d'exclusion et les critères d'évaluation. D'accord, parfait. Et là, je reviens, c'est bien, c'est tout affiché en plein écran. Oui, c'est bon, et la connexion s'est nettement améliorée. D'accord, très bien, je m'excuse. Donc, je disais que les critères d'exclusion, c'était les doubles greffes rein-pancréas, les greffes pédiatriques et les patients ayant bénéficié d'une transplectomie d'urgence, post-greffe immédiat. Les critères d'évaluation, pardon? C'est bon? Il n'y a rien, allez-y. Ouais. Et le diagnostic du DPT a été retenu selon les critères de la date 2014 et les paramètres pré- et post-greffe chez les patients ayant développé un diabète sucré post-transplantation rénale. La formule utilisée pour le calcul de l'échantillon sur une prévalence estimative de 25% avait retrouvé un échantillon de 322 patients dont les données étaient recueillies à partir des fiches d'enseignement, des comptes rendus opératoires et les dossiers de transplantation. Donc copié sur des fiches d'enquête et ensuite saisi à partir
du logiciel d'Excel, ensuite transféré vers le SPSS avec une analyse descriptive et analytique correspondante. Donc, les variables mesurées concernaient la période pré-greffe chez le receveur, toutes les données anthropométriques ainsi que l'âge, le sexe, les antécédents, surtout familiaux, diabète sucré, d'HTA et cardiovasculaire, de dyslipidémie, donc tous les éléments du syndrome métabolique, le poids, le BMI, le nombre mismatch HLA, la néphropathie causale, le syndrome métabolique avec tous ses composants, la technique et la durée et la modalité de dialyse, le statut CMV, IgM, IgG, l'hépatite C, son statut vis-à-vis de l'hépatite C, et l'hypovitaminose D ainsi que l'hypomagnésémie. Chez le donneur, on s'est intéressé à l'âge au moment du prélèvement ainsi que le sexe, et aux caractéristiques aussi de la greffe rénale, date, centre de suivi de greffe, le rang de greffe, le temps d'ischémie froide, la durée de suivi et surtout le traitement immunosuppresseur, notamment pour les corticoïdes, les doses de corticoïdes en bolus et aussi en dose d'entretien M3, et les immunosuppresseurs utilisés en phase d'attaque, tels que la TG, la thymoglobuline ou bien l'IL2R, le basiliximab. Est-ce que des patients ont bénéficié de traitements par CNA et tacrocyclo, MMF ou bien acide mycophénolique, notamment les patients qui étaient greffés en Jordanie, le sirolimus, l'évrolimus, même si on avait un seul patient, et les doses de corticoïdes M3. La période post-greffe, où on s'est intéressé à la survenue d'hyperglycémie post-transplantation transitoire, le prédiabète selon les critères de la date 2014 et le DPT selon les critères de la date de 2014. En plus de ça, aussi, on s'est intéressé à la prise ou non de bêta-bloqueurs lors de la transplantation et à M3, et la même chose pour les thiazidiques lors de la greffe, ou bien à M3, et ou le maintien de corticoïdes à M3 ainsi que leur dose correspondante. Quels étaient les résultats en analyse descriptive, caractéristiques générales de la population d'études? Donc, il s'agissait d'une population faite à prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,8 chez le receveur, un âge moyen de 38,3 plus ou moins 13,8 ans. Donc, on voit que la classe modale correspond à la tranche d'âge entre 27 et 37 ans, donc 36,65% de ces patients. 19,57% des patients étaient tabagiques et 6,52% des patients étaient éthyliques avant transplantation rénale. Le diabète sucré existait chez 30,12% des patients, donc diabète sucré familial, donc chez les ascendants de premier degré, et l'hypertension artérielle était fréquente puisqu'elle était présente chez 82,30% des patients avant transplantation rénale. La dyslipidémie affectait 16,46% des patients avant transplantation et 18,94% des patients avaient une hypertriglycéridémie, c'est-à-dire des triglycérides avant greffe supérieurs ou égales à 1,5 g par décilitre. Donc, 9,94% des patients avaient un statut glycémique pathologique avant greffe rénale, c'est-à-dire des glycémies entre 1,10 et 1,26. Et donc, certains ont bénéficié d'un test de charge orale, la GPO, et certains non. Donc, c'est pour ça on a ces valeurs, on verra plus loin. Donc, pratiquement les 2/3 avaient une hyperglycémie modérée à jeun, ce qui représente 7,14% des patients, et 2,80% avaient une intolérance au glucose. L'hyperglycémie traitée affectait 15,53% des patients avant transplantation et 21,74% avaient un syndrome métabolique avant greffe rénale. Le poids moyen du receveur était de 67,96 plus ou moins 12,25 kg et la classe modale correspondait à la tranche de poids située entre 72 et 82 kg. Le plus intéressant, c'est le BMI, puisque le BMI moyen avant greffe était de 23,18 plus ou moins 3,23 kg/m² et 64,29% des patients avaient un BMI normal dans la catégorie normale avant transplantation rénale. On voit que seulement 2,48% des patients étaient obèses avant transplantation et quand même 26,40% étaient en surpoids avant transplantation rénale. La néphropathie causale reste donc la néphropathie indéterminée puisqu'elle concerne 47,20% des patients, suivie par la catégorie des autres néphropathies, c'est-à-dire on avait regroupé les néphropathies tubulaires interstitielles chroniques, les
les reflux vésico-urétéraux, etc. Ensuite, la néphrongiosclérose qui représentait 12,73%. Ensuite, la maladie de Berger, 6,83%. La polykystose hépatoanatosomique dominante chez 6,21%. La hyalino-segmentaire et focale, 5,20%. Et enfin, la GEM qui avait concerné 2,80% des patients au stade d'insuffisance rénale chronique terminale. La majorité de patients étaient dialysés avant transplantation et l'hémodialyse a été la technique la plus utilisée puisque 87,46% des patients étaient dialysés avant transplantation. Donc, 53,42% des patients étaient HLA semi-identiques, donc 3 sur 6, et on voit que seulement 1,55% des patients avaient un mismatch HLA 6 sur 6. Donc, 11,5% des patients avaient un nombre de mismatch HLA supérieur à 3 sur 6 et 35,1% des patients avaient un nombre de mismatch HLA inférieur à 3 sur 6. C'est-à-dire, en résumé, la majeure partie des patients étaient greffés à partir c'était des greffes réalisées avec des mismatchs HLA semi-identiques. L'hépatite C concernait seulement 6,52% des patients avant transplantation rénale et la majeure partie des patients étaient immunisés avant transplantation rénale puisque 88,44% des patients avaient un statut positif vis-à-vis du CMV et 22,36% avaient une sérologie CMV-IgM positive avant transplantation rénale. L'hypovitaminose D définie par un taux de vitamine D native inférieur à 30 nanogrammes par millilitre concernait pratiquement les 2 tiers des patients, c'est énorme. Et l'hypomagnésémie définie par une magnésémie inférieure à 0,74 millimoles était décrite chez 17% des patients avant transplantation rénale. Il s'agissait essentiellement de greffes de primogreffe, puisque 97,52% des patients avaient bénéficié d'une greffe, d'une primogreffe, et seulement 2,48% avaient bénéficié plus d'une greffe durant leur survie ou leur vie. Il s'agissait essentiellement aussi de greffes réalisées à partir de donneurs vivants, puisque 94,10% des patients avaient été greffés à partir de donneurs vivants apparentés ou non, et seulement 5,90% des patients qui étaient greffés à partir de donneurs cadavériques, essentiellement en France et en Belgique. Le donneur, donc cette fois-ci, il s'agissait essentiellement de donneuses, puisque le sexe ratio était de 0,94, et l'âge moyen de ces donneurs était de 45,26, plus ou moins 12,29 ans. Les corticoïdes, donc tous les patients avaient bénéficié de bolus de corticoïdes et 45,96%, environ la moitié des patients avaient bénéficié d'une dose de 500 mg en phase d'induction. La dose de corticoïdes maintenue à M3 était de 0 mg chez un patient et de 30 mg chez un seul patient. Et la majeure partie avait bénéficié de 10 mg de corticoïdes à M3 suivant la transplantation rénale. L'ATG, la thymoglobuline, a été utilisée chez 78,57% des patients en phase d'induction et versus 21,43% des patients qui avaient bénéficié d'une induction par basiliximab ou l'anti-ILDR. 70,81% des patients étaient induits en relais par tacrolimus versus 29,19% des patients pour la cyclosporine A. Le mycophénolate mofétyle était utilisé chez 96,58% versus 3,42% des patients qui avaient bénéficié du traitement par le fameux Mifortic. La durée de suivi, moyenne, était de 6,42 plus ou moins 6,35 ans, avec une classe modale correspondant à une tranche de durée de suivi inférieure à 5 ans, puisque 60,56% des patients étaient suivis pendant moins de 5 ans. Le gain de poids a été présent chez 59,63% des patients et la perte de poids seulement chez 14,30%
à distance de la transplantation rénale. Les bêta-bloqueurs étaient utilisés chez 78,26%, pardon, 21,74% des patients en post-greffe rénale immédiat versus 26,40% chez les patients 3 mois à distance de la transplantation rénale. Les diurétiques thiazidiques étaient utilisés seulement chez 3,11% en post-greffe immédiat et 1,24% 3 mois après la transplantation rénale. Le rejet aigu avait concerné 28,88% des patients, quel que soit son type et son grade. La réplication ACMV ou l'infection ACMV concernait 31,06% des patients à distance de la transplantation rénale. Qu'en est-il des caractéristiques épidémiocliniques des patients qui avaient développé un diabète sucré post-transplantation rénale? D'abord, donc sur ces 322 patients, 91 patients avaient développé un diabète sucré post-transplantation selon les critères de l'ADA 2014, ce qui correspond à une fréquence, une prévalence de 28,26%. Donc, 71,43% des patients avaient développé leur DPT au cours de la première année, dont 64,84% au cours des 6 premiers mois. On voit bien que le délai médian correspondait à environ 4 mois. Donc, l'outil, le gold standard, c'était pour asseoir ce diagnostic, était bien sûr la GPO, puisqu'elle était utilisée chez 52,75% des patients. 97,80% des patients étaient traités par un traitement pharmacologique, donc essentiellement par la metformine, puisqu'elle a été prescrite chez 42,86% des patients. Donc, qu'en est-il de l'évolution du DPT? Pratiquement 11% des patients avaient régressé leur diabète à distance de la transplantation versus 89% qui avaient persisté ou présenté un diabète sucré post-transplantation rénale définitif. Qu'en est-il de l'analyse bivariée? On avait pris les 322 patients, on les a répartis en 2 groupes, un groupe avec diabète sucré et un groupe sans DPT. Et les données cliniques, paracliniques avant une transplantation rénale étaient analysées par rapport à ces 2 groupes afin de déterminer le facteur de risque. Donc, les tests Key-de-Fisher étaient utilisés quand il s'agissait d'une variable quantitative et qualitative, pardon, et les tests de Student-Manuinet quand la variable était quantitative. Avec un seuil de signification statistique, le petit p, fixé à 0,05 en bilatéral et un intervalle de confiance à 95%. Alors, quels étaient les facteurs de risque de diabète sucré post-transplantation chez nos patients? On les a regroupés sous forme de facteurs de risque intrinsèques propres aux patients. Donc, on voit bien que l'âge, moyen du receveur lors de la greffe, donc on voit qu'il y a une différence significative dans la population avec et sans diabète, avec un odds ratio de 6,50, avec une différence d'âge moyenne de 6,58 ans. Il y a un intervalle de confiance entre 3,29 et 9,86 avec un P très significatif. Et en variable qualitative, l'âge receveur supérieur à 40 ans, l'âge au moment de la greffe, était fortement associé à la survenue d'un diabète sucré post-transplantation rénale avec un odds ratio de 2,20 et un P significatif de 0,02. Aussi, les antécédents familiaux de diabète sucré, puisque l'odds ratio était de 1,70 et un P significatif à 0,041. Quels étaient les autres facteurs de risque dans notre série? C'est la dyslipidémie avant greffe, puisque l'odds ratio était de 2,22 avec un P à 0,07, et la néphroangiosclérose ainsi que les hyalinoses segmentaires réfractaires, avec des odds ratios respectifs de 2,50 et 3,95. Par contre, on voit que la catégorie des autres néphropathies ou les néphropathies indéterminées était paraissait comme protectrice contre la survenue de diabète sucré post-transplantation rénale. Donc, on continue la dialyse péritonéale avant greffe rénale, puisque l'odds ratio était de 2,11% et un P significatif à 0,037.
Le poids moyen du receveur avant greffe rénale, il y avait une différence significative de poids de 3,59 kg avec un P qui est de 0,018. Et aussi le BMI, avec un BMI moyen du receveur avant greffe rénale, quand il est supérieur ou égal à 25 kg par mètre carré, le risque de développer un diabète sucré post-transplantation était multiplié d'un facteur de 4,09 avec un P très significatif. Le gain de poids après greffe, si donc une différence de poids très significative entre les deux groupes de patients avec et sans DPT, puisque la différence de poids significative de 3,57 kg qui disparaît quand on analysait, on transformait cette variable en variable qualitative, puisque le P n'est plus significatif. La perte de poids paraissait comme facteur protecteur, puisque l'odds ratio était de 0,41 avec un P significatif. Le syndrome métabolique aussi, qui était associé à la survenue d'un diabète sucré post-transplantation avec un odds ratio de 4,11 et un P très significatif, et tous les éléments du syndrome métabolique paraissaient en rouge comme des facteurs de risque de diabète sucré post-transplantation, en dehors du statut glycémique, puisqu'on avait dit qu'un statut glycémique correct avant transplantation rénale paraissait comme protecteur, puisque l'odds ratio était de 0,15 et un P très significatif. Donc, on passe, puisqu'on avait dit que tous les éléments de facteurs du syndrome métabolique, hormis l'hypocholestérolémie HDL chez l'homme, donc cette absence et le manque de puissance, différence significative, puisqu'on n'avait pas ajusté l'hypocholestérolémie par rapport au sexe, puisque c'est l'homme, et aussi par rapport à l'âge. Et donc, on arrive enfin à l'infection à CMV avant greffe rénale. Il a été aussi associé à la survenue de DPT, puisque l'odds ratio était de 1,89, que ce soit avant ou après greffe aussi. Les infections à CMV à distance de greffe étaient aussi associées à la survenue d'un diabète sucré post-transplantation rénale. On passe aux facteurs de risque propres à la greffe et aux médicaments. On avait distingué un qui est le rang de greffe, puisqu'un patient qui bénéficie de plus d'une greffe, donc, avait un risque développé multiplié par 4,42 pour développer un DPT et un P significatif. Aussi, donc on voit que les immunosuppresseurs, quels que soient les corticoïdes, leur dose en bolus ou bien M3, n'étaient pas associés à la survenue du diabète sucré, et aussi les autres qui sont décrits dans la littérature, le tacrolimus surtout, n'était pas associé à la survenue de DPT. Les bêta-bloqueurs, qui soient lors de la greffe ou à distance de la greffe, M3, étaient associés à la survenue du diabète sucré, et c'était idem pour les diurétiques thiazidiques, notamment lors de la greffe, puisque l'odds ratio était de 4,01 avec un P significatif de 0,024. Donc, l'analyse de régression logistique, donc, pour analyser toute cette batterie de facteurs de risque, avait démontré que les principaux facteurs de risque étaient l'âge du receveur supérieur à 40 ans lors de la greffe, les antécédents familiaux diabète sucré, la néphrongiosclérose comme néphropathie causale, la dyslipidémie avant greffe, le BMI receveur supérieur ou égal à 25 kg, le syndrome métabolique avant greffe, avec tous ces composants, l'hypovitaminose D, l'hypomagnésémie aussi avant greffe, l'infection CMV, qu'elle soit avant ou après, et enfin, l'utilisation de bêta-bloqueurs après greffe rénale. Donc c'était une population avec une taille de 322 patients calculés sur une prévalence estimative de 27%. Donc ces résultats, ils sont proches celui des études tunisiennes de Amel Aouni, saoudiennes d'Ajabnour et iranienne de Fatma Habibini en 2022. Donc, c'était une population jeune avec un âge moyen de 38 plus ou moins 13,8 ans, avec une prédominance nettement masculine, sexe ratio 1,80, ce qui est le cas de la plupart des études de Habibnia et les études chinoises de XU et sud-coréennes de Ye. Donc, on avait pris les études les plus récentes. Les habitudes toxiques, donc pratiquement un patient sur 5 était tabagique et 1 sur 15 était éthylique avant greffe. Donc, c'est le résultat des études américaines de Ruminkai et indiennes de Chuduri. Donc, ceci pourrait être attribué aux habitudes de vie et comportements, surtout dans notre société, et le respect ou non des recommandations de sévrage.
chez ces patients avant transplantation rénale. Le terrain, c'était un terrain métabolique puisque un tiers des patients avaient un diabète sucré familial et plus de 80% des patients étaient hypertendus. C'est le cas des études égyptiennes de Nedib en 2015 et taïwanaise de Cheng en 2020. Il y avait moindre fréquence de dyslipidémie puisqu'on avait que 16,46% de dyslipidémique et de 18,94% d'hyperglycémie. Ceci rejoint les études de Rumin Kai et sud-coréenne de Yeu. La faible prévalence du prédiabète, puisque nous, on avait démontré que 9,94% de prédiabète par rapport aux résultats des études de Hajeb Nour, la saoudienne, en 2020, qui avait démontré jusqu'à 30% des patients qui avaient un prédiabète, et aussi l'étude espagnole phare de Porini, en 2016, qui avait démontré une prévalence du prédiabète avant transplantation pouvant aller jusqu'à 20-25%. L'hyperglycémie traitée concernait 15,53%, les moins fréquentes par rapport aux études phares de Shekara en 2011, et le syndrome métabolique qui est fréquent puisqu'il correspondait, il touchait 21,74% des patients. Le BMI, donc nos résultats, il rejoint les études espagnoles puisqu'on essaye de comparer aux études du pourtour méditerranéen et les pays voisins tels que la Tunisienne de Amni. Donc c'était une population avec un BMI normal, comme dans les études iraniennes, les études chinoises, etc. Donc ceci pourrait être attribué au mode de vie, au comportement alimentaire et l'état nutritionnel avant dialyse chez nos patients transplantés rénaux. La néphropathie causale reste la néphropathie indéterminée occupait la première cause de l'IRT. Donc, comme dans l'étude tunisienne de Aouni et sud-coréenne de Géant. Et la dialyse était réalisée chez 91% des patients avant transplantation avec l'hémodialyse comme technique phare, puisqu'elle concernait 87% des patients. C'est le résultat de pratiquement toutes les études italiennes de Alfieri, Aouni tunisien, les sud-coréens de Géant. Donc, ceci pourrait être attribué, expliqué au manque d'accès à la ponction biopsie rénale et à la transplantation rénale, puisque je ne sais pas tous les patients qui sont greffés, et la fréquence de l'hémodialyse, puisque c'est la technique la plus utilisée. Le nombre de mismatch HLA est essentiellement transplantation réalisée à partir d'HLA identiques, puisqu'on fait essentiellement du donneur vivant, donc on choisit nos patients. Et le plus souvent, ils sont apparentés, donc c'est le cas de nos patients, puisqu'ils étaient essentiellement greffés à partir de donneurs vivants apparentés. L'infection hépatite C, on a une faible prévalence de l'hépatite C avant transplantation, puisqu'elle concernait 6,52%, comme dans l'étude chinoise de Xu. Donc, ceci pourrait être expliqué par le respect des mesures génodiététiques dans nos centres de dialyse, la gestion des déchets et le dépistage ainsi que le traitement de l'hépatite virale C avant transplantation. Concernant le statut CMV receveur avant greffe, l'infection récente était fréquente puisqu'elle concernait 22-36% et l'immunisation était vraiment étendue. Ceci pourrait être expliqué par la prévalence de la prime infection à cet âge puisqu'on avait dit que c'était une population jeune puisque l'âge moyen ne dépassait pas les 40 ans. L'hypovitaminose D était très fréquente puisqu'elle concernait pratiquement 2 tiers des patients. Je rappelle qu'on avait dit une hypovitaminose D inférieure à 30 nanogrammes et non pas une carence ou un déficit inférieur à 10 nanogrammes par millilitre. C'est le cas des études telles que l'étude française de Le Fur en 2016. Donc, on pourrait expliquer ces résultats par la supplémentation en vitamine D et la gestion des troubles minéralo-osseaux liés à la maladie rénale chronique qui dépendaient de chaque centre, et l'hypomagnésémie qui est quand même moins fréquente dans notre étude. Donc, il faut rappeler que le dosage de la magnésémie n'était pas réalisé chez tous les patients puisqu'on risque de sous-estimer, et c'est un paramètre biochimique, on l'avoue, qui n'est pas dosé de routine. La transplantation rénale était essentiellement réalisée par de donneurs vivants, 94% des cas. C'était essentiellement des primogreffes, comme dans la plupart des études, avec une prédominance féminine pour le don de rein et un âge du donneur qui reste quand même relativement jeune,
Donc, on pourrait expliquer ces résultats par la pénurie des greffons, parce que nous, pour le moment, on fait que la transplantation donneur vivant et l'accès à la greffe cadavérique qui reste restreint dans notre pays. On espère la développer dans les années qui vont suivre. La solidarité, puisque féminine, puisque c'était des donneuses essentiellement que de donneurs, et leur jeune âge. Donc, le traitement immunosuppresseur, c'était une induction par 500 mg de corticoïdes chez pratiquement la moitié des patients, comme dans l'étude portugaise de Gomez et chinoise de Xu et sud-coréenne de Yeu. Le relais M3 corticoïde chez la majeure partie, donc 79,50% avait 10 mg de corticoïdes à M3, comme dans l'étude pakistanaise de Khan. Et l'induction était majoritairement par de l'ATG, comme dans la plupart des études, avec un relais par le gold standard, tacrolimus et MF. Donc, ceci pourrait être expliqué par le risque immunologique de nos patients, puisqu'on avait dit que plus de 50% des patients étaient greffés à partir de donneurs vivants apparentés et avec un HLA semi-identique. Et aussi, ça dépend du schéma d'immunosuppression utilisé qui reste essentiellement le gold standard, tacrolimus et MMF en dose, en traitement d'entretien. La durée moyenne de suivi est plus courte que celle des études chinoises et italiennes de Alfieri, puisqu'on avait un délai moyen de suivi de 6,42 plus ou moins 6,35 ans. Et ceci pourrait être expliqué par le type de notre étude, puisque c'était une étude transversale. Les variations du poids et donc prise de poids post-transplantation prédominante, donc 59,63%. C'est dans l'étude de Altebi en 2022, c'est une étude très intéressante, saoudienne. On avait démontré qu'il s'agissait plutôt d'une prise de poids que de perte de poids. Ceci pourrait être expliqué par la reprise de l'appétit après la correction du syndrome urémique lié à la reprise de la fonction du greffon, des mesures hygiéno-diététiques et surtout l'effet orexigène des corticoïdes qui sont, comme vous savez tous et toutes, qu'ils sont associés à la prise de poids. Le traitement antihypertenseur, la prescription fréquente des bêta-bloqueurs, puisque 21,74% a été en post-transplantation immédiate et 26,40% à M3 post-greffe, comme dans l'étude de Porignol, et avec une administration moins fréquente des thiazidiques. Donc, ceci pourrait être expliqué par le recours fréquent des bêta-bloqueurs pour contrôler l'hypertension artérielle après greffe, en raison de leur interaction qui reste faible avec le cytochrome P450, et aussi la population qui reste jeune et des indications très restreintes pour les diurétiques thiazidiques dans les HTA résistantes ou les poussées d'insuffisance cardiaque congestive. Qu'en est-il de notre étude, notre étude en termes de prévalence? On avait comparé nos résultats aux principales études de référence qui traitaient la prévalence du DPT. On voit que notre étude, elle est ici, donc avec une fréquence de 26%, donc on est entre 20 et 30%. Donc, ceci rejoignent les résultats de la littérature, puisqu'on voit, par exemple, nos voisins tunisiens, ils avaient 21,80%, alors l'italien, 22,40%, alors les Taïwanais, 28,46%, alors les Portugais à 27,20%. Donc, on est aux alentours de 20. Donc, je rappelle que c'était des études qui utilisaient les critères de l'ADA 2014, puisque la plus ancienne, c'est celle de Neguib, égyptienne, en 2015, où la prévalence du DPT est de 22,20%. Les caractéristiques épidémiocliniques des patients atteints de DPT, c'était un DPT précoce au cours de la première année, notamment les 6 premiers mois. C'est des résultats similaires à ceux des études de Ruinkai, américaines, Gomez, portugaises, saoudiennes et égyptiennes. Donc, on pourrait expliquer cette fréquence de DPT précoce en raison du stress opératoire, de l'inflammation et de l'usage fréquent des corticoïdes et surtout la molécule gold standard, le tacrolimus, et la survenue, si on n'avait pas parlé de ça, parce qu'on n'a pas le temps d'aborder, l'hyperglycémie post-transplantation précoce, qui reste un facteur de risque de DPT, surtout le DPT précoce. L'outil diagnostique, la GPO, gold standard, 52,75% des patients. Donc, on avait respecté les recommandations de la date 2014 en raison de la faible sensibilité de la glycémie à jeun et de l'HbA1c au cours de la première année post-greffe.
97,8% des patients étaient traités, essentiellement par metformine, proche des études saoudiennes à Jabnou et portugaises de Gomez. Pourquoi? Puisque la metformine reste la molécule utilisée en première intention. Hein, vous savez, nous, surtout, on s'intéresse au DFG, qu'il fallait avoir un DFG supérieur à 30 millilitres par minute pour qu'on puisse ne pas contre-indiquer cette molécule. Et si le DFG moyen de nos patients donc était de 53,20 plus ou moins 25,06 millilitres minute. Donc cela permettrait de prescrire la metformine en toute sécurité chez nos patients. L'évolution bimodale, comme décrit dans la littérature, puisque 11% des patients avaient régressé leur DPT, ceci pourrait être expliqué par la fréquence des facteurs de risque tels que le diabète sucré familial, l'âge, le BMI, les triglycérides et le gain de poids en post-greffe immédiat. Post-greffe à distance de la transplantation rénale. Donc, les facteurs de risque post-transplantation par rapport aux études, notre étude, tout ce qui est marqué en rouge, donc c'était positif en analyse de régression. Donc l'âge, le BMI, les antécédents familiaux de diabète sucré, dyslipidémie, la néphrongiosclérose, le syndrome métabolique avec ses composants, l'hyperglycémie modérée à jeun et l'intolérance au glucose, l'hyperglycémie traitée, l'hypovitamine D, l'hypomagnésémie et l'infection CMV. Donc ça, ce qui a été retrouvé dans les études, dans la méta-analyse chinoise de Menchen, qui est récente de 2021. Je rappelle qu'il y avait 7140 effectifs, donc cas de patients transplantés rénaux, et sur un ensemble de 12 études, et dans les plus de 6 études avaient utilisé les critères de l'ADA 2014. Donc, quels étaient les facteurs de risque dans cette étude? C'était comme nos résultats, l'âge supérieur à 40 ans, le BMI supérieur à 25 kg/m² et l'histoire familiale du diabète sucré post-transplantation rénale. Rajoutant à ça aussi, dans la étude rétrospective chinoise récente 2023 de Kiwong, donc, on avait démontré aussi que la glycémie avant-greffe et la dyslipidémie portant sur le cholestérol et triglycérides d'avant-greffe étaient aussi associées à la survenue de diabète sucré. L'étude sud-coréenne de Géant, donc en plus des éléments cités ci-dessus, on avait aussi identifié la néphropathie, néphrongiosclérose comme cause comme facteur associé à la survenue de diabète sucré post-transplantation rénale. Dans l'étude turque de Kirina, c'était essentiellement l'âge, et l'étude canadienne de Kong, c'était essentiellement l'âge, indépendamment de la technique de dialyse. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est en commun avec nos résultats. Donc, on voit que c'est toujours les mêmes paramètres, l'âge, le BMI, les paramètres métaboliques, mais aussi infectieux tels que l'infection ACMV. Alors, donc, l'hyperuricémie traitée était associée à un risque accru de DPT puisque le P était très significatif à notre ratio de 3,45 dans notre étude, proche de l'étude de chez Cara. Ceci pourrait être expliqué par le terrain métabolique prédisposant sous-jacent, donc par analogie au diabète type 2. Donc, il pourrait être terrain propice au développement d'un diabète sucré post-transplantation rénale. L'hypovitaminose D, c'est une association très significative parce que l'autre ratio était de 6,50. Ceci rejoint les études, les travaux de Quash en 2021 et le FUR en 2016. Et les bêta-bloqueurs, puisque risque accru de DPT qui soit en post-greffe immédiat ou bien à M3 post-greffe, comme dans les études de Zell, qui c'est assez ancienne, 2013, et Manrique en 2010. Par analogie au diabète type 2, on sait que les bêta-bloqueurs, ils sont diabétogènes, notamment chez les patients qui sont âgés avec un BMI, un tour de taille important et une intolérance au glucose. En conclusion, donc, la prévalence du diabète sucré post-transplantation en Algérie était de 28,26%. Le DPT précoce est concerné 71,43% des cas, avec un délai médian de survenue de 4 mois. L'hyperglycémie provoquée par voie orale était le gold standard pour le diagnostic de ce DPT, puisqu'il est utilisé chez 52,75% des patients. Le traitement était indispensable chez la majorité des patients, essentiellement sous metformine, puisqu'elle concernait 42,86% des patients, et avec une évolution bimodale, puisque la régression concernait jusqu'à 11% des patients versus
persistance chez 89,0% des transplantés. Donc, on peut identifier des facteurs de risque modifiables, surtout le BMI, le syndrome métabolique AVC composant, l'intolérance au glucose, l'hyperglycémie modérée à jeun, l'hyperuricémie, l'hypovitaminose D, l'hypomagnésémie, l'infection à CMV et l'utilisation des bêta-bloqueurs après transplantation. Et des facteurs de risque non modifiables, surtout l'âge, supérieur à 40 ans, et les antécédents familiaux du diabète sucré et la greffe sur une néphrongiosclérose comme cause d'IRT. Quelles sont nos recommandations? Il faut dépister les anomalies du méthanéligénie avant transplantation rénale. Donc, au pire des cas, vous faites une glycémie à jeun et un HbA1c annuel, hein, et donc vous ciblez des valeurs basses, c'est-à-dire au lieu de s'inquiéter à partir d'une glycémie supérieure à 1,10 ou 1,26, vous dites supérieur à 1. Si vous avez des valeurs entre 1 et 1,26, vous passez à l'HDPO et idem pour l'HbA1c. Si vous avez l'HbA1c entre 5,7 et 6,2, 6,4, vous passez à la réalisation d'HGPO. Et l'idéal, si vous avez les moyens, même si c'est un test astreignant qui coûte relativement, c'est plus coûteux qu'une glycémie à jeun, donc une HGPO par an, surtout chez les patients à risque. C'est par exemple si votre patient il a un antécédent familial de diabète sucré ou un BMI sur 25 kg ou bien âgé plus 40 ans, vous faites une HGPO par an. Les mesures génétiques et les activités physiques adaptées chez les patients avant transplantation rénale. Donc, surtout nos patients qui ont un prédiabète. Donc, si on a une HGPO qui correspond aux définitions, aux critères de définition du diabète de prédiabète. Donc, c'est le moment d'agir. Il faut donc retarder la greffe et adresser votre patient à un diabéticien. Et aussi, pourquoi pas, il y en a des études qui ont traité le prédiabète par la metformine, mais en post-greffe, c'est pas en prédiabète. Et aussi, réduire la surcharge pondérale avant transplantation en ciblant des BMI inférieurs à 25 kg/m². Au cours de la sélection de vos patients, encouragez aussi cette réduction à distance de la greffe, puisque c'est la prise de poids après et le BMI en surcharge avant qui sont associés à la survenue de diabète sucré par des activités physiques qui sont régulières et adaptées et un suivi diététique. Donc, prise en charge du syndrome métabolique de ses composants et le traitement de l'hyperuricémie symptomatique et surtout la correction de l'hypovitaminose D et l'hypomagnésémie. Et le problème en Algérie, c'est qu'on ne dispose pas de traitement prophylactique anti-CMV pour chaque profil de patient, puisqu'en fonction du statut CMV donneur-receveur, si par exemple un D+, un R-, donc on met un traitement antiviral, le valganciclovir, n'est pas disponible en Algérie, malheureusement, chez le receveur, donc jusqu'à 6 mois en post-transplantation. Les vixens de diurétique thiazidique et surtout les bêta-bloqueurs en post-greffe rénale, notamment chez les patients à risque de DPT. Et il faut toujours choisir une immunosuppression adaptée à chaque profil de patient. Donc, quand on choisit l'immunosuppression, il faut toujours peser le pour et le contre en favorisant toujours la prévention du rejet sur la prévention DPT. Donc, je préfère protéger mon patient contre un rejet parce que si je vais mettre sous, par exemple, cyclo à la place tacro et chez un patient qui a un risque immunologique élevé, donc je préfère le mettre sur tacro. Même s'il développe un DPT, je peux le traiter par rapport à un patient qui fait un rejet puisqu'il est associé à la perte d'environ 50% des greffons. Le dépistage TPT, c'est très important, mais à partir du 45e jour post-greffe, un minimum, par la réalisation idéale d'un test de charge orale. Le moment le plus idéal, c'est M3, puisque la majeure partie des cas de DPT diagnostiqués à ce moment, et vous pouvez le refaire à M6, M9 et M12. Donc, si, par exemple, je vous donne le cas de l'étude de Porini qui avait démontré qu'une HGPO normale à M3 post-greffe est associé à un risque de survenue de DPT à 3 ans d'environ 1%, moins de 1%. Donc, si vous avez une HGPO normale M3, vous êtes tranquille pour votre patient et vous pouvez la répéter à M12 et vous pouvez aussi la refaire M6, M9 par mesure de sécurité. Traitement de DPT adapté au profil de chaque patient.
notamment chez les patients à risque neurologique élevé. Bien sûr, on prend en charge le patient dans sa globalité en instaurant des mesures génétiques associées afin d'améliorer la réponse au traitement. C'est-à-dire, si vous mettez un traitement pharmacologique et le patient il continue à avoir une prise de poids, ça ne va pas répondre. Et les prises en charge des autres facteurs de risque cardiovasculaire, l'HTA-dyslipidémie, en gérant l'immunosuppression, en prévention du rejet, comme j'ai dit, et en complétant notre étude par une étude cohorte afin de déterminer l'incidence annuelle du DPT en Algérie. Pourquoi pas une étude prospective chez les patients atteints de DPT plus de 5 ans afin de rechercher les complications associées au diabète telles que les rétinopathies et la neuropathie diabétique. Et je vous remercie de votre attention. Je pense que je n'ai pas dépassé, moi quand même, il est 21 heures. Merci, merci. J'espère que j'ai pas dépassé le temps. J'ai essayé de me limiter. En fait, j'ai dit tout à l'heure encore du test. On s'est dit au départ, le 20 heures des jeunes néphrologues, on s'est dit 30 minutes, 40 minutes pour économiser un quart d'heure ou une vingtaine de minutes pour les questions. Mais là, sincèrement, ça s'est passé vraiment, j'ai pas senti le temps, sincèrement, c'est très intéressant. Merci. J'espère que ça n'a pas été coupé. On avait entendu ce que je disais. Non, le moment où ça a été coupé, voilà, je l'ai dit. Après, tu as fait un petit marche arrière et ça s'est bien passé. Donc, la totalité de la présentation, on a eu le droit à la totalité de la présentation. Je te remercie vivement. Et puis, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Soit, si quelqu'un veut prendre la parole, on peut se donner encore une quinzaine de minutes grand max. Il n'y a pas de souci. Je peux répondre. OK. Alors, j'ai pas de questions sur le chat. Par contre, moi, j'ai une petite réflexion. Là, il y a pas mal de. Alors, essayez d'arrêter le partage d'écran, Dr. Biaïl, comme ça. J'annule le partage d'écran. Non, n'annule pas, sinon. Il faut reprendre. Je reviens à la diapo. Oui, je préfère, oui. Oui, dis-moi. Voilà. Donc, sur la dernière stade, là où il y a les recommandations, donc il y a pas mal de facteurs de risque qui sont modifiables. Hein. Et c'est une petite réflexion, une petite remarque, le fait que le temps d'attente, on va dire, entre la première consultation pré-greffe et le geste lui-même, c'est-à-dire ici en Algérie, c'est plus ou moins lent. Peut-être qu'il faudrait, on va dire, ça peut être un avantage un petit peu parce que le malade a le temps pour agir un petit peu activement sur l'ensemble de ces facteurs de risque, notamment l'obésité ou alors le surpoids, donc il peut faire de l'activité physique et surtout aussi la dyslipidémie. Donc, on a le temps pour traiter un petit peu ou c'est-à-dire faire le nécessaire concernant tous ces facteurs de risque qui sont modifiables, on va dire. Très bien. Et la question est la suivante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils doivent recevoir comme molécule? Est-ce que, donc, c'est statine, j'imagine, pour le dyslipidémie et c'est le pyrénol pour l'hyperglycémie. Pour le prédiabète, on n'a pas beaucoup de choix parce qu'ils sont en stade de dialyse avec des clairances qui sont souvent inférieures à 20, à 15 carrément. Pour les patients qui sont greffés en préemptif et carrément les autres qui sont en dialyse. Donc, on ne peut pas les mettre sous metformine puisqu'il y avait une étude chez les patients diabétiques type 2 les prédiabétiques dans la population générale, en dehors des greffés, chez qui on avait proposé la metformine pour prendre en charge leur prédiabète. Donc, je me rappelle plus, c'était une étude britannique. Mais par rapport aux populations de patients transplantés rénaux, on avait proposé de traiter le prédiabète après transplantation. Donc, avant greffe, c'est surtout des mesures génétiques où on travaille en collaboration avec les diététiciens. Donc, on va agir essentiellement sur le BMI. Après, donc, c'est rentre dans le cadre du syndrome métabolique. Donc, si on essaie de corriger tous ces éléments, ce soit le tour de taille, les dyslipidémies, en plus des mesures génodiététiques et aussi l'activité physique régulière. Donc, on arrive souvent à corriger cette intolérance au glucose ou bien une hyperglycémie modérée. Moi, ce que j'ai vraiment envie de transmettre comme message,
bon. En fait, dans notre bilan, on fait une glycémie à jeun, voilà, et basta, et on s'arrête là si c'est normal. Alors que vous savez que le rein, il participe à la néoglucogenèse, puisque 10% de la néoglucogenèse vient du rein. Donc, si on est en aisance rénale en dialyse, donc on risque d'avoir une glycémie à jeun fausse, c'est-à-dire, il faut toujours s'inquiéter chez un dialysé. Si on a 1 gramme, il ne faut pas s'attendre à 1 gramme 10, 1 gramme 26. Donc, si vous avez les moyens, gâtez vos patients, vous faites au moins une HPO annuelle chez vos patients qui sont inscrits sur la liste d'attente de transplantation rénale. Pardon? Oui, Continue. Ouais, je continue. Et essayez aussi de baisser vos BMI. Donc, c'est surtout les facteurs métaboliques, sans oublier, bien sûr, l'hypomagnésémie et l'hypovitaminose D. Aussi, bon, il y a des facteurs de risque non modifiables chez qui on peut rien faire. Par exemple, l'âge plus 40 ans. Mais nous, on a le privilège de choisir nos patients. Mais je pense d'ici quelques années, on n'aura plus ce privilège puisque on va greffer de plus en plus avec le vieillissement de la population algérienne. On va avoir d'autres patients qui vont être greffés. Donc, on voit dans notre étude, c'était l'âge moyen était d'environ de 36, 35, 37 ans. Donc, c'est une population jeune et aussi la prophylaxie de CMV. Même si d'autres études, ils paraissaient comme contradictoires, où il n'y avait pas démontré d'intérêt de traiter ou non en matière de prévention de DPT, de survenue de DPT chez les patients qui avaient un statut D+, armois, c'est-à-dire un donneur positif pour le CMV versus un receveur négatif pour le CMV. Et aussi, après la greffe, donc même si votre HGPO est M3 est normal, selon l'étude Porini, ou un faible risque de survenue de DPT après 3 ans, et aussi continuez à surveiller vos patients, surtout la prise de poids. Pardon. Non, continue. Voilà. Alors, en matière d'immunosuppression, juste pour nos habitudes, nous, en tant que néphrologue, parce que nous, quand on pose le diagnostic, on voit nos patients chez les endocrinos pour qu'ils commencent le traitement. Nous, on peut mettre notre accent mais eux aussi, ils connaissent ça. Par exemple, la metformine, à partir de quelle clairance, il faut réduire la dose, il faut l'arrêter, il faut passer à l'insuline, etc. Donc, mais aussi la gestion de l'immunosuppression. Donc, un petit point sur ça et un accent sur ça, le tacrolimus, qui est connu et prouvé comme diabétogène, même le cyclo, les inhibiteurs de la calcinone, mais surtout tacro, avec des études qui ont prouvé même sur des coupes histologiques du pancréas où on avait démontré une altération de la sécrétion de l'insuline et une expression des gènes FOXP1, etc., qui sont responsables de la synthèse sécrétion de l'insuline. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la résiduelle tacrolimus à T0 au cours des 3 premiers mois. Parce que l'étude saoudienne de Hajebnour avait démontré qu'en fait, une résiduelle tacrolimus supérieure à 10 nanogrammes par millilitre au cours des 3 premiers mois était associée à la survenue de diabète sucré par rapport à la prescription du tacrolimus en tant que molécule. Donc, c'est plutôt la résiduelle. Donc, il faut garder une résiduelle en dessous de 10 nanogrammes par millilitre chez les transplantés rénaux au cours des 3 premiers mois, d'autant plus si votre patient, sur le plan immunologique et en considération d'autres facteurs, nécessite la prescription du tacrolimus au profit de la cyclosporine. Aussi, l'hyperglycémie post-greffe, qui est un facteur de risque de survenue qu'on n'avait pas retrouvé dans notre étude, contrairement aux études précédentes qui avaient démontré que l'hyperglycémie post-greffe immédiate était un facteur de risque de survenue ultérieure DPT. Donc, il faut la traiter, si vous voulez, de façon agressive. Donc, utilisez tous les moyens, surtout l'insuline, donc surtout en phase de grande décompensation glycémique et avec une fonction du greffon qui ne permet pas de prescrire la metformine. Donc, puisque vous allez réduire le risque de développer un DPT, puisque dans les études, ils avaient démontré qu'un patient sur 2 qui développait une hyperglycémie post-greffe avait aussi un risque de développer un diabète à distance en raison de la glucotoxicité du glucose sur les cellules bêta-pancréatiques. Donc, ce qui est bien, c'est que notre pancréas, et avec cette plasticité des cellules bêta-pancréatiques, quand on réduit la dose de tacrolimus ou on le switch vers cyclosporine, ce qu'on fait dans notre pratique courante, on a une régression du diabète vers un prédiabète, voire carrément vers un état glycémique normal.
Donc, toujours, quand on gère notre immunosuppression, quand on choisit notre immunosuppression, il faut privilégier la survenue, la prévention du rejet par rapport à la prévention du DPT. Ok, très bien, très bien répondu. Donc voilà, on n'a pas d'autres questions et voilà, tout le temps on l'a consommé en t'écoutant, Dr. Bugaïd. Ben, je m'excuse, j'ai du mal à me contrôler. Non, non, ça va, mais le bénéfice est évident. Hein. Ouais. En plus, c'est enregistré, donc si tu nous permets, on va le diffuser plus tard sur le groupe Ouais. Telegram pour les gens Ouais. qui sont absents, qui ont raté. Voilà, donc merci beaucoup, Dr. Bugaïd. Ben, merci à vous. Si vous voulez qu'on fasse la prochaine fois les complications cardiovasculaires infectieuses et rénales, mais la deuxième partie, il n'y a pas de problème. Hein, si vous voulez qu'on programme ça pour une autre fois. On J'espère va que s'en c'était bénéfique pour tout le monde et je te remercie infiniment, Mohamed, de m'avoir invité et de donner l'occasion de présenter ce travail. Voilà. Bah, je te remercie de mon côté aussi. Et puis, je lance toujours un appel, encore une fois, pour les gens qui veulent présenter des travaux Oui, comme ça intéressants, soit des travaux de thèse, ou alors oui, des revues de la littérature, des ateliers comme ça, comme on l'a fait avec Dr. Bourafa. oui, Euh, donc, il y aura aussi des confrontations anatomocliniques, ça, parce que on a fait des confrontations anatomocliniques avec Dr. Mahachi, c'était la première. Et oui. ça intéresse beaucoup de gens. Donc, lors du congrès, il y a pas mal de néphros qui m'ont demandé que ça soit régulier, plus ou moins régulier. Donc, peut-être Oui. une fois par 3 ou 4 mois, on fera des confrontations anatomiques et peut-être des Très bien. confrontations anatomiques c'est-à-dire biopsie de greffon. Voilà, Oui, il n'y a ça, pas de souci. voilà. C'est intéressant. Voilà. Merci, Dr. Bigaïd, encore une fois, et passez une bonne Merci soirée. à toi, Mohamed. Bonne Merci soirée. tout le monde. Voilà, Merci voilà. beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci à toi. Au revoir.